Bonjour à tous, bienvenue à cette soutenance de thèse intitulée Sécurisation à la compilation de logiciels contre les attaques en faute. Cette thèse a été effectuée au sein des départements d'ACL et d'EPACA du CEATEC et elle est dirigée par Bruno Robusson et encadrée par Damien Corosset. Aujourd'hui, les systèmes embarqués deviennent de plus en plus des objets de notre quotidien. C'est par exemple des cartes de paiement ou des smart cards de façon générale, des terminaux mobiles ou des consoles de jeux, etc. Ces systèmes sont amenés à manipuler des données à caractère personnel, confidentiel, voire critique parfois, au point que la sécurité de ces systèmes est aujourd'hui une préoccupation majeure à la fois pour les industriels mais aussi pour des organisations étatiques. Les attaques auxquelles font face ces systèmes visent essentiellement à obtenir des données sensibles, par exemple une clé de chiffrement, à contourner des protections logicielles ou matérielles pour accéder frauduleusement à une ressource non autorisée, ou pour faire de la rétro-ingénierie, par exemple pour obtenir des plans de fabrication. Les attaques physiques représentent une des menaces les plus importantes contre les systèmes embarqués. Elles sont de deux catégories. On a les attaques par canaux auxiliaires, qui consistent à analyser des grandeurs physiques à l'extérieur du composant pour remonter aux informations ou aux données manipulées par le programme exécuté à l'intérieur du composant. Ces grandeurs peuvent être la consommation électrique, le temps d'exécution, le rayonnement électromagnétique ou encore le signal acoustique émis par l'eau. La deuxième catégorie des attaques physiques, c'est les attaques par injection de faute, qui consistent à perturber le fonctionnement normal du circuit afin de remonter aux informations manipulées au sein de ce circuit. Cela peut se faire par injection électromagnétique, perturbation de la température ou augmentation de la température du composant, perturbation de la fréquence d'horloge, une injection laser ou encore une perturbation de la tension d'alimentation du composant. Il existe des contre-mesures matérielles implémentées en matériel ou en logiciel. Les contre-mesures matérielles sont généralement utilisées dans des composants dédiés à la sécurité, par exemple les Secure Elements. Cette thèse s'intéresse aux contre-mesures logicielles contre les attaques par injection de faute. Dans l'état de l'art, les contre-mesures logicielles contre les attaques en faute sont généralement appliquées manuellement, ce qui peut être fastidieux, source d'erreur, et aussi, plus important, ça allonge le time to market, qui est aujourd'hui un facteur de compétitivité important pour une entreprise. On a donc là un problème d'automatisation. Les contre-mesures sont aussi appliquées au cas par cas, c'est-à-dire une contre-mesure contre une attaque particulière. Or, il y a eu des études dans l'état de l'art qui ont montré qu'une contre-mesure peut avoir une interaction avec une autre, c'est-à-dire que une contre-mesure contre une attaque particulière peut défaire ou atteindre, en tout cas, les propriétés de sécurité d'une autre contre-mesure contre une autre attaque. On a là donc un problème d'articulation ou de combinaison de plusieurs contre-mesures. Les contre-mesures logicielles sont aussi soit appliquées dans le code source ou dans le code binaire du programme à protéger, que je vais développer dans le slide suivant. Si nous prenons le flot de transformation d'un programme du code source au code binaire, il y a l'approche code source qui consiste à appliquer la contre-mesure dans le code source du programme à protéger. Le problème qu'on peut rencontrer avec cette approche est que la conservation des propriétés de sécurité n'est pas garantie après la compilation, pour, entre autres, les raisons suivantes. Le rôle d'un compilateur est de générer un code fonctionnel et d'optimiser autant que possible ce code. Une contre-mesure vise à protéger ce code. Pour cela, un compilateur supprime toute instruction redondante dont la suppression n'affecte pas la fonctionnalité du programme. Une contre-mesure a tendance à rajouter de la redondance. Le compilateur supprime toute instruction inutile, tout ce qui n'interagit pas directement avec la fonctionnalité du programme, alors que les contre-mesures ajoutent des instructions factices, autrement dit du bruit. Un compilateur réalise un ordonnancement optimal, c'est-à-dire réorganiser les instructions pour exploiter le mieux possible les ressources du processeur
dans le but de réduire le temps d'exécution. Alors que les contre-mesures réalisent des ordonnancements aléatoires. La sécurité dans le code source n'est donc pas garantie à moins que les optimisations du compilateur soient désactivées, ce qui augmente naturellement le temps d'exécution et la taille du code binaire généré. Il y a aussi l'approche code binaire qui consiste à appliquer la contre-mesure dans le code binaire de l'application à protéger. Les problèmes qu'on peut rencontrer dans le code binaire est par exemple le manque d'informations sémantiques sur le programme. Par exemple, déterminer le type d'une donnée stockée en mémoire ou dans un registre. Les transformations de code au niveau binaire aussi sont coûteuses car tous les choix de sélection d'instructions ou d'allocation de registres ou d'ordonnancement sont déjà faits par le compilateur sans prendre en compte les besoins d'une éventuelle contre-mesure à appliquer dans le code binaire. J'illustrerai les limitations de cette approche dans les slides qui viennent. Par ailleurs, trop souvent dans l'état de l'art, le focus est fait sur la validité des schémas de contre-mesure mis en œuvre, et très peu d'intérêt est accordé sur la possible utilisation de ces schémas dans un produit grand public, par exemple. Or, pour les systèmes à faibles ressources comme les cartes à puce, en l'occurrence les cartes de paiement, la norme EMV impose un temps de réponse au-delà duquel la transaction en cours échoue. Ce qui veut dire qu'il n'est pas possible, ou il n'est pas envisageable en tout cas de surcharger ou de mettre en place une contre-mesure qui dégrade la qualité du service rendu par la carte. On a donc un problème d'optimisation de contre-mesure. L'objectif de cette thèse est l'application automatisée de plusieurs schémas de contre-mesure lors de la compilation, dans le but de les optimiser, c'est-à-dire tirer parti des avantages du compilateur dans le but de réduire le coût des contre-mesures sans, bien entendu, faire des compromis sur la sécurité. Automatiser l'application des contre-mesures, le compilateur prend en entrée le code source à protéger et produit automatiquement un code binaire sécurisé. Autrement dit, rendre l'application des contre-mesures accessible à un non-expert en sécurité. Et enfin, de combiner plusieurs schémas de contre-mesures. Avant de présenter les différents schémas de contre-mesures que nous avons mis en œuvre dans le compilateur, je vais d'abord vous présenter une vue d'ensemble de la méthodologie employée. On commence par définir un modèle de faute, c'est-à-dire on modélise l'effet de la faute injectée sur le programme cible. Ensuite, on conçoit un modèle de protection qui vise à protéger contre le modèle de faute considéré. On met en œuvre le modèle de protection dans le compilateur, qui prend aussi en entrée le code source à sécuriser, et produit un code binaire sécurisé et un code binaire non sécurisé. On réalise une évaluation fonctionnelle pour valider que le code binaire sécurisé se comporte de la même manière que le code binaire non sécurisé. Par exemple, pour un programme AES, on vérifie que pour les mêmes entrées, on a toujours le même chiffré ou les mêmes chiffrés. Puis on réalise une évaluation de performance dont le but est de mesurer le surcoût engendré par la contre-mesure. Et ensuite, on simule le modèle de faute considéré sur le code binaire sécurisé pour valider que le modèle de protection protège bien contre le modèle de faute considéré. Nous avons fait le choix du compilateur LLVM pour des raisons que je pourrai expliquer plus tard, et comme processeur cible, le ARM Cortex-M3. Dans la suite de cette présentation, je vais d'abord vous présenter les modèles de faute que nous considérons, puis comment nous simulons ces modèles de faute avec notre simulateur, puis je présenterai les modèles de protection que nous avons mis en œuvre dans le compilateur. Et enfin, je présenterai une conclusion et je donnerai des perspectives de cette thèse. Le premier modèle que nous considérons est le modèle saut d'instruction. On considère que la faute injectée conduit à sauter une à plusieurs instructions du programme. Cet effet peut être observé lorsqu'une instruction du programme est remplacée par une instruction qui n'a aucun effet sur la fonctionnalité du programme. Sur ARM, par exemple, de telles instructions sont NOP, une instruction qui ne réalise aucune opération, ou MOVE d'un registre vers lui-même. D'autres exemples sont fournis dans le manuscrit.
On modélise par skip n, m sauts de n instructions consécutives. C'est-à-dire que n est la largeur de la séquence d'instructions sautées et m est le nombre de fois qu'une séquence de cette taille est sautée dans le programme. Pour illustrer ce modèle de faute, voici un extrait du programme VerifyPin tiré du projet ANR Certif, coordonné par Verimag. Sur cet exemple, je vais montrer comment nous modélisons avec un autre simulateur que je vais présenter plus loin, l'effet saut d'instruction. Prenons un exemple du skip 1.1, c'est-à-dire un saut d'une instruction, qui se traduit par donc, le remplacement d'une instruction par un op. Et un deuxième exemple, skip 1.3, c'est-à-dire 3 sauts d'une instruction, qui se traduit donc par le remplacement de 3 instructions non nécessairement consécutives par des NOP. Et le dernier exemple, c'est skip 2.3, qui est donc le saut, 3 sauts de 2 instructions consécutives. Donc, on réalise 3 sauts, 3 remplacements par des NOP. À chaque remplacement, 2 instructions consécutives sont remplacées par des NOP. Toujours sur le modèle saut d'instruction, on modélise par skip block size m saut de bloc logique de taille size. Un bloc logique d'instruction est une plage d'instructions alignées sur une adresse multiple d'un mot mémoire. Je vais faire une petite parenthèse sur la notion d'alignement. La notion d'alignement est une notion importante qui influe sur le temps d'exécution d'un programme, plus précisément sur le temps de chargement des données ou des instructions par le processeur, depuis la mémoire ou depuis la flash. On dit qu'une donnée ou une instruction est bien alignée lorsqu'elle est placée à une adresse multiple d'un mot mémoire, par exemple 32 bits sur les architectures 32 bits. Si nous prenons par exemple un processeur doté d'un bus de chargement de capacité 32 bits, normalement pour charger une donnée de taille 32 bits, il lui faut un seul tour. Mais lorsque cette donnée ou cette instruction n'est pas alignée sur un multiple de 32 bits, il faut 2 tours. Cela s'explique par le fait que les instructions ou les données sont chargées par paquets alignés sur des adresses multiples d'un mot mémoire. Ce modèle, le modèle skip block, vise à modéliser cette notion de bloc logique. On vise notamment le bus de transfert d'instructions et le buffer de préchargement d'instructions, qui sont souvent utilisés comme cible d'injection de faute dans l'état de l'art. On considère donc que la faute injectée conduit à sauter toutes les instructions présentes dans le bloc logique cible. Pour illustrer ce modèle, voici un extrait de l'exemple précédent, cette fois en faisant apparaître la taille des instructions et leur alignement. On a des instructions de taille 32 bits comme le push, et des instructions de taille 16 bits comme le add qui suit juste après. Sur cette illustration, on souhaite modéliser 3 sauts d'un bloc de 32 bits. Cela se traduit par le remplacement de toutes les instructions présentes à l'intérieur de ces blocs par des NOP. Il faut noter que lorsqu'une instruction se trouve à cheval entre 2 blocs, la partie appartenant au bloc cible sera remplacée par un NOP, l'autre partie sera laissée intacte, qui sera peut-être interprétée par une instruction valide ou pas. Après le modèle saut d'instruction, on s'intéresse à présent au modèle détournement de flow control. On considère dans ce cas-ci que la faute injectée conduit à faire dévier le programme de son chemin d'exécution initial. Plusieurs types de perturbations peuvent être à l'origine d'un détournement de flow control. On peut avoir les mêmes effets par les attaques logicielles de type buffer overflow ou débordement de tampon. Voici un extrait du graphe de flow control CFG du programme VerifyPin utilisé précédemment. On a des blocs de base reliés par des arcs qui définissent les chemins d'exécution possibles. On modélise par replaceBR le remplacement d'une instruction par une instruction de branchement à une adresse valide du programme. Si on remplace par exemple l'instruction BL byte compare par une instruction de branchement vers le bloc de base 3, cela provoque l'exécution d'un chemin non prévu par le CFG.
il n'y a pas de chemin entre le bloc entry et le bloc BB3, et permet ainsi d'éviter l'exécution des blocs BB1 ou BB2. On modélise ensuite par skipBR le saut d'une instruction de branchement. L'objectif ici est de modéliser l'exécution d'un chemin qui est bien prévu par le CFG, mais qui n'est pas valide pour un contexte d'exécution donné. Sur cet exemple, l'instruction BNE, qui est un branchement conditionnel, branche vers le bloc de base BB2 lorsque la condition évaluée précédemment n'est pas correcte, ou plutôt lorsque le test vérifié précédemment n'a pas réussi, c'est-à-dire ici lorsque R0 est différent de 1, réalisé par l'instruction juste avant, CMP, qui signifie ici lorsque le pin code fourni en entrée est correct. Si on remplace cette instruction par un up, c'est l'instruction suivante, le branchement non conditionnel, qui sera toujours exécuté. Cela veut dire que le flow d'exécution passera toujours dans le bloc BB1, qui, d'un point de vue haut niveau, signifie que le code PIN fourni est correct. Autrement dit, cette faute permet à n'importe quel code fourni de s'authentifier. Le saut d'un branchement permet aussi de réduire le nombre d'itérations d'une boucle. Par exemple, réduire le nombre de rounds de l'algorithme AES. Voilà donc en ce qui concerne le modèle de faute détournement de flow control. À présent, je vais vous présenter le simulateur de faute que nous avons développé pour évaluer les modèles de protection que nous avons mis en œuvre dans le compilateur que je présente juste après. Voici une vue simplifiée du simulateur. Il prend en entrée un code binaire sécurisé à évaluer, le modèle de faute à simuler, un distingueur permettant de distinguer une exécution fautée d'une exécution normale. Une exécution impactée par une faute d'une exécution normale, qui peut être une variable du programme ou une plage d'adresse mémoire. On distingue deux modes de simulation. Une simulation unitaire où une seule simulation est réalisée pour le modèle de faute, donc une seule injection de faute, et une simulation sur programme qui automatise le mode unitaire pour toutes les combinaisons possibles du modèle de faute sur le programme. Par exemple, soit nbinstr le nombre d'instructions du programme à évaluer. Pour simuler m saut de n instructions consécutives, c'est-à-dire le modèle skip nm, on réalise k factoriel sur m factoriel, facteur de k-m factoriel simulation, où k est le nombre d'instructions ou le nombre de séquences de n instructions consécutives. Concrètement, si pour un programme contenant 10 instructions, pour simuler le modèle n égale à 2, m égale à d, c'est-à-dire deux sauts de 2 instructions consécutives, on réalise 36 simulations. À présent, je vais présenter les modèles de protection que nous avons mis en œuvre dans le compilateur. Compte tenu du temps dont je dispose, je ne pourrai pas rentrer dans les détails de mise en œuvre de chaque modèle de protection. Par conséquent, j'irai un peu plus en détail pour le premier modèle, le schéma de tolérance au seuil d'instruction, pour vous donner un aperçu des avantages d'une mise en œuvre par approche compilation. Pour les deux autres schémas, je me contenterai de présenter je me limiterai à leur principe de fonctionnement. Voici donc le schéma de tolérance au seuil d'instruction, dont l'objectif est de protéger contre le modèle saut d'instruction introduit précédemment. Montréal ont proposé une mise en œuvre dans le code binaire des schémas de tolérance au saut d'instruction, contre le saut d'une instruction, un saut d'une instruction, où n égale à 1 et m égale à 1. Le schéma consiste à dupliquer toutes les instructions après les avoir transformées en forme idempotente. Une instruction est dite idempotente lorsqu'elle produit toujours le même résultat, qu'elle soit exécutée une ou plusieurs de suite. Pour illustrer ce schéma, prenons l'exemple de cette instruction, qui réalise une addition du contenu de R2 et de R1 et stocke le résultat dans R0. Voyons à présent comment le schéma s'applique à l'échelle de cette instruction. Pour dupliquer cette instruction, cela se fait de manière triviale, car celle-ci est idempotente. Si la première instruction
est sautée, la deuxième sera exécutée. Si aucune instruction n'est sautée, les deux vont être exécutées. Grâce à la propriété d'idempotence, cela n'affectera pas la fonctionnalité du programme. En revanche, cette instruction-ci n'est pas idempotente car elle réalise une accumulation, c'est-à-dire que le résultat de l'addition est stocké dans un des registres sources. Elle ne se duplique donc pas de manière triviale, car le résultat de la deuxième exécution sera différent de la première exécution. Moreau et al. Proposent des séquences de remplacement qui consistent à remplacer l'instruction idempotente par une séquence d'instructions idempotentes, sémantiquement équivalentes. Cette transformation consiste à utiliser un registre temporaire dans lequel un des registres sources sera copié, et l'ensemble forme une séquence idempotente, qui peut être dupliquée comme ceci. Une des limitations de cette mise en œuvre par Moreau et al. Et d'une mise en œuvre par code binaire de manière générale est la nécessité de trouver un registre disponible. Moreau et al. Proposent d'utiliser le Scratch Register, le registre R12 sur les architectures ARM 32 bits, qui est un peu le registre passe-partout, si on peut dire. Cependant, cette solution peut s'avérer limitée lorsque plusieurs transformations sont nécessaires. Dekemner et al. Proposent, eux, de faire du spilling, c'est-à-dire de sauvegarder dans la mémoire certains registres pour les libérer et de les utiliser puis les restaurer après. Cela génère plusieurs accès mémoire qui peut impacter considérablement le temps d'exécution du programme sécurisé. Une autre limitation de cette mise en œuvre est le coût engendré par les transformations. Pour l'instruction non idempotente, on est au minimum à x4 pour chaque instruction. Moreau et al. Rapportent que la transformation à duplication de l'instruction ARM UMLAL nécessite 14 instructions de remplacement, ce qui peut considérablement impacter le temps d'exécution, la taille du code. Voilà donc en ce qui concerne le principe du schéma de tolérance ainsi que les limitations du mise en œuvre par code binaire. À présent, je vais vous présenter notre mise en œuvre dans le compilateur, notamment comment nous avons exploité les avantages du compilateur pour éviter les problèmes rencontrés par l'approche du code binaire, problème illustré précédemment. L'objectif de cette mise en œuvre de ce schéma est d'étendre le schéma proposé par Moreau et al. Pour protéger contre les modèles de faute skip NM présentés précédemment, qui est le saut de M-saut de n instructions consécutives et le skip block qui est M-saut de blocs logiques de taille size. Deuxième objectif, utiliser les techniques de compilation pour réduire le coût du schéma. L'approche adoptée est la suivante. Au lieu de transformer les instructions pour les rendre idempotentes après qu'elles aient été générées, on modifie les générateurs de code du compilateur pour ne générer que des instructions idempotentes, ne nécessitant donc aucune transformation. Voici une vue simplifiée du compilateur, de notre compilateur modifié. Les boîtes grises représentent les passes que nous avons modifiées. Les boîtes noires représentent les passes introduites dans le compilateur. De manière très brève, je vais présenter le rôle de chaque passe en soulignant l'avantage ou la raison de la modification de la passe, la raison de l'ajout de cette passe. Commençons par la passe sélection d'instructions. Le rôle de cette passe est de sélectionner l'instruction appropriée pour chaque opération décrite dans le programme. Par exemple, pour une multiplication par une puissance de 2, c'est à cette passe de décider s'il faut sélectionner une opération de multiplication classique ou une opération de décalage de bits, en fonction bien sûr des ressources disponibles des ressources dont dispose le processeur. Nous avons modifié cette passe pour ne sélectionner que des instructions idempotentes. Par exemple, pour l'opération A fois B plus C, par défaut, c'est l'instruction MLA, qui est Multiply Accumulate, qui est sélectionnée, mais qui n'est pas idempotente. À la place, nous sélectionnons l'instruction mul et add séparément, car ces deux instructions peuvent être idempotentes si les registres sont correctement alloués, c'est-à-dire si le registre source n'est pas partagé avec un registre destination.
C'est d'ailleurs l'objet de la modification faite dans la passe suivante, la passe allocation de registre. Le rôle de cette passe est d'allouer une instruction pour chaque variable du programme. Le nombre de variables d'un programme n'est pas borné alors que le nombre de registres d'un processeur est borné. Une des stratégies utilisées par cette passe pour résoudre ce problème est de réutiliser autant que possible chaque registre du processeur. Ce qui explique pourquoi on a beaucoup d'instructions générées dans le code binaire où un des registres source est aussi partagé avec le registre destination, c'est-à-dire des instructions non idempotentes. Nous avons modifié cette passe pour faire en sorte que les registres destination soient toujours différents des registres sources. Par exemple, pour l'opération A égale B plus C, au lieu d'allouer les registres comme ceci, qui est le comportement par défaut, les registres sont alloués de telle sorte que un registre destination est toujours distinct d'un registre source. Par ailleurs, la modification de cette passe, l'allocation de registre, et la passe précédente, la sélection d'instructions, permettent de générer une version idempotente de chaque instruction. Cependant, certaines instructions n'ont pas d'équivalent idempotente. Ces instructions sont traitées par la passe suivante. Le rôle de ces passes de transformation est de transformer les instructions qui n'ont pas d'équivalent idempotente. En l'occurrence, le push-pop et le BL, qui est le branchement, qui est l'appel de fonction, branch with link. La passe suivante est la passe de duplication d'instructions. À ce stade de la compilation, toutes les instructions sont idempotentes. Le rôle de cette passe est donc de dupliquer chaque instruction du programme. Nous avons fait le choix de dupliquer les instructions avant la phase d'ordonnancement d'instructions, car cela permet de gagner en performance, c'est-à-dire réduire le temps d'exécution du programme sécurisé. Pour illustrer ce gain, prenons ce petit bout de code où les instructions sont dupliquées. Voici une représentation faisant apparaître la latence de chaque instruction, c'est-à-dire le nombre de cycles nécessaires à l'exécution de chaque instruction. L'exécution de ce bout de code nécessite donc 8 cycles. Et ça, c'est avant l'ordonnancement. Maintenant, observons après l'ordonnancement de ce bout de code. Les instructions ont été réorganisées, c'est-à-dire que une instruction originale et son duplicata ne sont plus nécessairement collés côte à côte. Si nous refaisons la même représentation basée sur la latence, on voit que le temps d'exécution global s'est réduit. On est maintenant à 6 cycles d'horloge au lieu de 8. En plus du gain en performance, dupliquer les instructions avant la phase d'ordonnancement permet aussi, par la même occasion, de séparer l'instruction originale de son duplicata. Cela permet d'augmenter le niveau de sécurité offert par le schéma de protection. Par exemple, si nous reprenons l'exemple précédent, on voit qu'on est déjà protégé contre le saut de 2 instructions consécutives. Alors qu'avant l'ordonnancement, on était protégé que contre le saut d'une seule instruction. Donc, conclusion, on a gagné en performance et on a augmenté le niveau de sécurité. Par la suite, on utilisera la notion de distance pour exprimer le décalage de l'instruction dupliquée par rapport à son original. Sur cet exemple, par exemple, on dira que l'instruction dupliquée est à une distance de une instruction de son original. C'est cette notion de distance que nous allons exploiter pour proposer un modèle de saut d'instruction, un modèle général du saut de protection contre le saut d'instruction. Ainsi, contre le modèle skip NM, M saut de n instructions consécutives, on propose le modèle de protection protect skip n-1 M, qui consiste à réaliser M duplications, puis séparer chaque duplicata d'une distance, de laisser une distance de n-1 instructions entre chaque duplicata. Et pour le modèle de faute skip block size M, M saut de bloc logique de taille size, on réalise M duplications, puis on sépare chaque duplicata pour que chaque instruction se retrouve dans un bloc logique distinct. Pour bien visualiser ces modèles de protection, nous allons les illustrer sur des exemples. Pour ce modèle de protection,
Voyons à quoi ressemble l'application de ce modèle à l'échelle d'une instruction pour m égale à 1. On réalise donc une duplication, puis on sépare les deux instructions d'une distance de n-1 instructions. Pour illustrer le modèle protect bloc size m, prenons l'exemple pour m égale à 1 avec une taille de bloc de 64 bits. Toujours avec l'instruction load LDR, on commence par la dupliquer. Donc pour l'instant, ces deux instructions sont dans le même bloc logique de taille 64. Ensuite, on les sépare pour que chaque instruction soit dans un bloc logique de taille 64 bits différent. Ce qui protège donc contre le modèle de faute skip block 64.1. Je vais à présent vous présenter un extrait des expérimentations de ces modèles de protection réalisés sur les benchmarks suivants. Le premier est l'AES 32 bits qui est tiré de la suite MI Bench de l'Université de Michigan, et le deuxième qui est celui proposé par Montréal. Nous avons choisi ces benchmarks car ils sont utilisés par Montréal, l'objectif étant de pouvoir comparer sur les mêmes modèles de protection les résultats rapportés par Montréal et des résultats obtenus par l'approche compilation. Voici donc le résultat de l'évaluation de performance sur l'AES 32 bits. Ne sachant pas le niveau d'optimisation utilisé par Montréal et n'ayant pas utilisé le même compilateur pour générer le code évalué, il est difficile de faire une comparaison directe entre les résultats obtenus. Néanmoins, on peut observer que, bien que toutes les instructions sont dupliquées, en termes de temps d'exécution, nous sommes en dessous de x2 pour tous les niveaux d'optimisation. On peut observer aussi la même tendance pour l'AES 8 bits. Cette réduction des coûts est rendue possible grâce aux différentes modifications effectuées dans le compilateur, notamment en l'occurrence la modification de la sélection d'instructions, la modification de l'allocation de registres et la duplication avant la phase d'ordonnancement. Voici le deuxième schéma de protection que nous avons mis en œuvre dans le compilateur, qui est le schéma d'intégrité de flow de contrôle, destiné à protéger contre le détournement de flow de contrôle, c'est-à-dire faire dévier le programme de son schéma d'exécution initial. Les objectifs visés sont les suivants. Garantir la validité du schéma d'exécution suivi à l'intérieur d'un bloc de base, et aussi garantir que les transitions entre blocs sont bien prévues dans le CFG du programme. Voici un exemple de graphe de flow de contrôle. Les transitions prévues par ce CFG sont les suivants. Donc de BB0, BB1, BB3, BB0, BB2, BB3. Comme je l'ai présenté plus tôt, il existe plusieurs scénarios d'attaque qui peuvent conduire à un détournement de flow de contrôle. Par conséquent, dans l'état de l'art, on rencontre aussi plusieurs scénarios ou types de CFI destinés à protéger contre des types d'attaques particuliers, parmi lesquels Lalande et al. Propose une mise en œuvre dans le code source des schémas CFI dont le but est de détecter tout saut illégal à l'intérieur d'une procédure, d'une fonction. Cependant, le schéma étant mis en œuvre dans le code source du programme, cela nécessite de désactiver les optimisations du compilateur et naturellement cela engendre un coût considérable, plus 400% sur une architecture ARM Cortex M3. Les compilateurs LLVM et Microsoft Visual Studio aussi intègrent des variantes de CFI dont l'objectif est de sécuriser principalement les appels indirects de fonctions. Danger et al. Propose une solution mixte, logicielle et matérielle, dont l'objectif est de vérifier la validité de chaque destination de branchement avant qu'il soit pris. Autrement dit, garantir la validité du flow de contrôle, du graphe de flow de contrôle. Par ailleurs, il existe d'autres solutions conjointement mises en œuvre par les processeurs, les compilateurs et les OS qui visent à empêcher l'exécution d'un code ou d'une zone mémoire non autorisée. Par exemple, la technique de l'ASLR qui vise à rendre aléatoire les points de chargement d'un programme, ou le DEP.
qui vise à empêcher l'exécution de certaines zones mémoire, ou les canaries qui visent à empêcher certaines formes de buffer overflow. Le principe du schéma proposé ici est basé sur le calcul des signatures. Une signature est assignée à chaque bloc de base du programme. Reprenons le CFG de tout à l'heure. La signature est initialisée à la fin de chaque bloc prédécesseur, représenté sur le CFG par les instructions init signature, donc signature 1 et 2 respectivement pour les blocs de base 1 et 2, initialisée donc à la fin du bloc de base BB0. La signature est mise en œuvre et est mise à jour à l'intérieur de chaque bloc. Les instructions mise à jour signature à l'intérieur de chaque bloc de base. Puis sa validité est vérifiée à la fin du bloc de base. Un sous-chemin commence à l'initialisation d'une signature et se termine à sa vérification. Par exemple, le sous-chemin associé à la signature 3 commence à la fin du bloc de base 1 et se termine à la fin du bloc de base 3. On fait l'hypothèse qu'un sous-chemin est intègre si la vérification de la signature associée est correcte et que donc le chemin d'exécution global du programme est intègre si tous les sous-chemins sont intègres. Voyons à présent comment ce principe est mis en œuvre. Pour cela, reprenons l'exemple du CFG précédent. Nous utilisons un compteur d'entiers comme signature. Chaque compteur est initialisé à une valeur aléatoire tirée lors de la compilation et unique pour chaque bloc de base. La mise à jour de la signature se fait par incrémentation du compteur, donc les petites instructions bleues, count++, qui est insérée après chaque instruction du bloc de base. La vérification du compteur se fait avec la routine checkCount qui compare la valeur attendue à la valeur calculée du compteur. La valeur du compteur calculé est celle que vaut la variable CNT au moment de la vérification. La valeur du compteur attendu est la valeur d'initialisation du compteur ajoutée au nombre d'incrémentations réalisées avant la vérification. Par ailleurs, la garantie apportée par ce schéma, et comme tout schéma CFI de façon générale, repose sur le mécanisme de vérification, c'est-à-dire la capacité à détecter l'incohérence de la signature au moment de la vérification. Voici une illustration simplifiée du code assembleur de la routine checkCount qui vérifie le compteur. Une attaque possible contre ce schéma peut être de sauter une instruction de cette routine. Une telle attaque compromet la garantie de l'intégrité du chemin d'exécution, c'est-à-dire qu'une signature invalide peut ne pas être détectée. Pour renforcer ce schéma contre ce type d'attaque, nous proposons de le combiner avec le schéma de tolérance déjà vu précédemment et déjà mis en œuvre dans le compilateur. Par exemple, pour renforcer la routine check contre le saut d'une instruction, voici à quoi cela ressemblerait. Je vous présente ici l'évaluation de performance du schéma CFI combiné au schéma de protection contre le saut d'une instruction, de n instructions consécutives. On peut voir déjà que le coût du schéma CFI tout seul est relativement raisonnable et que la combinaison avec le schéma de tolérance n'augmente que très peu le coût global du schéma. Et enfin, je vous présente le dernier schéma de protection que nous avons mis en œuvre dans le compilateur, qui est un tel schéma d'intégrité de code et de flux de contrôle. Reprenons encore une fois le CFG utilisé précédemment. Rappelons que les schémas prévus par ce CFG sont les suivants et que le schéma CFI présenté précédemment permet de garantir que l'exécution passe bien par un de ces deux schémas. Ce nouveau schéma reprend les propriétés de sécurité du schéma CFI précédent, puis contrairement à ce dernier, celui-ci prend en compte les conditions de branchement permettant de déterminer le seul schéma valide
parmi les schémas prévus et ajoute une protection contre le modèle de faute skip block présenté aussi précédemment, qui est le saut d'un bloc logique de taille size. Dans la présentation de la mise en œuvre de ce schéma dans le compilateur, on va se focaliser uniquement sur les 2 points qui le différencient du schéma précédent, à savoir la prise en compte des conditions de branchement. Voici un CFG avec des conditions de branchement, avec un branchement conditionné. L'objectif est de vérifier que le passage de BB0 à if BB1 ou else BB est conforme à la condition évaluée dans BB0. Pour cela, on sauvegarde le contenu du registre de statut juste après l'instruction qui les met à jour. Sur cet exemple, l'instruction qui met à jour les conditions, le registre de statut est l'instruction CMP, qui teste 2 valeurs et met à jour le registre de statut. Sur ARM, c'est le registre APSR et les bits qui nous intéressent sont les bits NZCV. Le contenu du registre APSR est récupéré avec l'instruction dédiée MSR. Ainsi, avant d'exécuter chaque bloc en sortie de BB0, on vérifie que la configuration des bits NZCV attendus dans ce bloc correspond à celle sauvegardée précédemment. Par exemple, si la condition évaluée à la fin du bloc BB0 était equal, alors dans if BB, on attend que le bit Z soit égal à 1. Et dans else BB, que ce bit soit égal à 0. Le deuxième point est la protection contre le skip block. L'idée est de se servir des mécanismes de vérification déjà mis en œuvre par le schéma CFI pour détecter tout saut d'un bloc logique de taille size. Pour cela, on modifie l'alignement des instructions de telle sorte qu'une instruction count++, incrémentation de compteur, se retrouve dans chaque bloc de taille size. Voici un exemple montrant l'alignement initial des instructions et l'alignement modifié, avant, après. On voit que sur l'alignement avant, il est possible de sauter un bloc de 32 bits sans que cela ne puisse être détecté au moment de la vérification du compteur. Et l'alignement après, on a inséré des instructions count++ pour décaler cette instruction vulnérable, ou plutôt ce bloc vulnérable, pour y mettre une instruction count++. Ainsi, le saut du bloc entraînera systématiquement le saut du compteur, de l'incrémentation du compteur qui sera détecté au moment de la vérification du compteur. Pour conclure, cette thèse a été développée autour de l'application automatisée de protection logicielle contre les attaques en faute. Nous avons proposé un compilateur basé sur ALVM permettant l'application automatisée de plusieurs protections lors de la compile. Le compilateur prend en entrée le code source à sécuriser, les modèles de faute contre lesquels sécuriser, et produit automatiquement un code binaire sécurisé. Nous avons développé un simulateur de faute pour valider les modèles de protection proposés vis-à-vis des modèles de faute considérés. Nous avons fait une preuve de concept des avantages de l'approche compilation par rapport aux approches code source et code binaire en termes de réduction des coûts des contre-mesures. La sécurité a un coût. On s'attend donc à ce qu'un programme sécurisé coûte plus cher en temps d'exécution et en empreinte mémoire qu'un programme non sécurisé. Mais ce coût peut être réduit lorsque la sécurité est prise en compte tôt dans le processus de génération de code. Le compilateur est une brique importante dans l'ingénierie logicielle. C'est le pont qui relie l'univers logiciel de l'univers matériel. Nous sommes donc convaincus que c'est l'endroit idéal pour intégrer des protections logicielles. Cependant, la limite de l'approche compilation est bien entendu le cas où l'utilisateur n'a pas accès au code source du programme sécurisé ou lorsqu'il est contraint d'utiliser un compilateur propriétaire. Pour aller plus loin, il pourrait être intéressant d'étudier l'impact des modèles de protection proposés ici sur les attaques par observation. Par exemple, chercher à déterminer si la duplication n'augmente pas la fuite des données. Une deuxième piste pourrait être d'envisager de combiner les schémas de protection proposés ici avec des schémas de protection contre les attaques par observation. Pour aller plus loin dans la validation fonctionnelle,
il pourrait être intéressant d'effectuer une vérification formelle de l'équivalence fonctionnelle entre un code sécurisé et un code non sécurisé par notre compilateur. Et je vous remercie pour votre attention.